Stéphane Magnin, vous êtes directeur de l'activité automobile de Suzuki France. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de ces questions sur un sujet qui n'est pas facile. On ne vous demande pas d'avoir une boule de cristal, mais on va vous demander votre avis. Donc, peut-être une première question globale. Est-ce que le rattrapage est possible? Est-ce que les clients qu'on n'a pas vus pendant un an, est-ce qu'ils sont en attente? Est-ce qu'on les reverra? Vous commencez par une question très difficile en fait, mais est-ce qu'on les verra? On espère. Moi, ce que je retiens de ce qui vient d'être dit, c'est que nos clients ou nos consommateurs, ils sont dans l'indécision. Alors, il y a la crise, etc. Mais c'est surtout, je pense que cette indécision, elle répond à l'imprécision des normes et puis à l'instabilité fiscale aussi qu'on a vu ces dernières années. Globalement, on voit un possesseur, finalement, il se dit, qu'est-ce que je dois acheter demain? Quelle technologie dois-je choisir? Et en fait, ça le rend attentiste. Globalement, on entend que le diesel, c'est fini, alors il attend. Voilà, on attend que l'essence, est-ce que tout passe à l'électrique? Et on a tous autour ici de ce webinaire, on a tous des dîners avec des gens qui ne sont pas de l'automobile et la première question, c'est qu'est-ce que je dois acheter demain? Est-ce que c'est de l'électrique? Est-ce que c'est de l'hybride? Est-ce que c'est encore du diesel? Je pense qu'on est dans cette imprécision aussi qui a été accentuée par cette crise sanitaire, mais qui existait déjà un peu il y a on va dire en 2019. Est-ce que c'est ça qui explique que finalement, sur le marché de l'occasion, c'est plus facile de se décider finalement? Ouais, Ce c'est plus sera un facile. transfert momentané? Exactement, c'est plus facile parce qu'on se dit que vaudra ma voiture essence ou diesel si je décide de la changer maintenant et que je l'achète neuve, alors que sur le VO, le risque est beaucoup moins élevé. L'allongement de la durée, il est dû à l'attentisme uniquement ou à une Non, autre il est dû manière de l'allongement de consommer? la durée. Il y a l'attentisme et puis il y a aussi la fiabilité des voitures, on oublie souvent ça. Et puis que les ménages se disent quelle est la part de budget que je vais consacrer à l'automobile. Et aujourd'hui, on voit globalement que ces nouvelles technologies, finalement, font augmenter le prix moyen des véhicules, ce qu'il ne faut pas oublier, hein. Et on voit que c'est la tranche plutôt moyenne et moyenne basse qui a plus de mal à changer son véhicule parce que la part, alors consacrée, voulue ou non d'ailleurs, au budget automobile deviendrait de plus en plus importante, même si on essaye de le lisser avec des formes de financement qui sont en train d'évoluer fortement aussi. Justement, donc la LOA qui a servi d'accélérateur du renouvellement automobile ces dernières années, est-ce que ce moteur-là s'arrête? Est-ce qu'on le retrouvera? Il n'est pas arrêté, il est plutôt même en progression. Nous, on le voit avec notre partenariat, on fait 70% de nos financements avec cette catégorie LOA, LLD, etc., qui permet en fait de lisser l'augmentation de prix des voitures grâce aux valeurs résiduelles qui sont plutôt fortes chez Suzuki, mais globalement, c'est vrai pour tout le marché, et qui permet aussi une meilleure flexibilité et puis qui permet surtout une reprise sans souci pour les clients, qui est un thème aussi pour les pousser à changer, en se disant que dans 3 ans, si la technologie a changé, finalement, c'est le distributeur, le constructeur ou le financeur qui récupérera la voiture et ça ne sera pas un problème pour le client. Alors, est-ce que cette incertitude, elle pousse pas à développer des formules de financement plus courts que 3 ans, justement? Est-ce que ça, Oui, c'est ben, possible d'animer le marché avec des formules qui ressembleraient à de l'abonnement? on travaille, là, c'est un peu plus long terme, mais effectivement, c'est des formules qui vont certainement se développer dans les années à venir ou dans les mois à venir. Pas pour booster forcément le marché, mais c'est une demande globale, et notamment des jeunes générations, hein, d'aller dans cette voie, vers plus de flexibilité et effectivement d'avoir un budget consacré et pas forcément d'avoir un budget consacré à une voiture, mais à finalement plusieurs modes de mobilité, voiture, qui peuvent être une voiture électrique pour la ville de tous les jours et puis peut-être pour partir en week-end ou en vacances, des segments plus élevés. C'est à nous d'être aujourd'hui imaginatifs. Il faut trouver une équation économique pour tout le monde. Alors, c'est bien sur le papier. Après, quand on fait les calculs, il ne faut pas que ça dépasse un certain budget et que ça ne soit pas réservé uniquement qu'aux classes hyper supérieures. Mhm. Alors, donc, cette difficulté à utiliser le véhicule électrique, cette demande qui n'est pas là, ce marché qui est créé artificiellement par la réglementation, comment vous Et le effectivement, voyez? on est aujourd'hui, enfin, quels que soient les constructeurs, aujourd'hui, on fabrique
où on essaye d'avoir des véhicules qui sont de plus en plus face aux normes. Et globalement, on oublie un peu la volonté du consommateur. Et on ne sait pas si le consommateur sera au rendez-vous. On voit que l'hybride fonctionne plutôt bien, comme un passage peut-être vers l'électrique, parce qu'il y a moins de contraintes et il y a moins besoin d'infrastructures importantes qu'on n'a d'ailleurs toujours pas. Donc d'un côté, on a des normes, on veut développer les infrastructures qu'on n'a toujours pas. Je rappelle ça assez souvent, mais sous la présidence Sarkozy, je crois que c'était au Mondial 2008, dans son allocution, il avait annoncé 100 000 bornes en France pour la fin 2010. Hein. On est toujours sur cette perspective plus de 10 ans après. Donc, là aussi, c'est compliqué puisque qui va investir dans les bornes, à quel prix et comment. Et ça aussi, c'est une nouvelle forme d'économie qu'il va falloir trouver sur le marché. Globalement, on n'en sait rien. On avance un peu dans le brouillard. L'effondrement, on l'a vu l'année dernière, finalement. Et on est sur cette ligne de crête permanente en se disant, si on est à 1,6 million, 1,7 million, comme le disait, ou autour d'1,8 million et qu'on ne retrouve pas les 2 millions, on ne descendra pas en dessous d'1,6 million, 1,7 million. D'ailleurs, je regardais hier, 2013-2014, on était déjà en dessous d'1,8 million. Hein, et on a rebondi après. Bon, c'était pour des raisons différentes de primes à la casse où le marché avait été beaucoup, beaucoup anticipé à l'avance. Donc là, on est un peu à l'envers. Donc, il faut être quand même positif. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Il n'y a pas que l'électrique. Il y a aussi des grosses baisses de CO2 un peu partout. Tout l'enjeu, c'est de sortir les plus anciennes voitures du parc pour baisser le CO2 globalement. Pas forcément avec le CO2 d'aujourd'hui. Si on avait un parc qui était avec le CO2 de l'année dernière, on aurait quand même beaucoup moins de problèmes de pollution. Oui, la réglementation, c'est pas comme ça qu'elle agit. Hein. Et d'ailleurs, les ZFE, elles sont là pour faire sortir les véhicules anciens. Comment vous voyez cet effet? Là, on a un effet qui, normalement, devrait être bénéfique pour les ventes de neuf, mais est-ce que ça aussi, c'est pas théorique? Oui, je pense que pour moi, c'est assez théorique. Et là, on parle des hyper-centres-villes, des grandes métropoles. Hein. Attention, il ne faut pas être trop parisien non plus. Hein. Dans la loi climat, on aura 35 métropoles, c'est toutes celles de 150 000 habitants. Voilà. C'est beaucoup et c'est réservé à l'hyper-centre-ville qu'on veut en même temps politiquement, on va dire, réhabiliter. C'est la grande mode des centres-villes. On se demande un peu comment. Il faudra des transports publics plus efficients et puis faire des grands parkings, tout ça à l'extérieur. Moi, je pense que globalement, la liberté reste avec la voiture, mais peut-être qu'on est d'une génération trop âgée pour ça et que les jeunes générations vont consommer différemment l'automobile, et notamment avec des formules, ce qu'on disait, très flexibles de location, de pay as you drive ou des choses comme ça, qui seront quand j'ai besoin de liberté de véhicule, eh ben, je paierai ou je serai forfaitisé mensuellement pour obtenir un véhicule. Il va falloir trouver effectivement des nouvelles dynamiques sur ces formules de financement notamment. Est-ce que ça va augmenter ou baisser le marché? Est-ce qu'il va y avoir un appel pour acheter vite une voiture électrique pour aller en ZFE? Je n'en suis pas certain, très franchement. Voiture électrique qui reste quand même très chère aujourd'hui. Hein. Est-ce que la baisse des prix qui devrait se produire dans les 4-5 ans avec les économies d'échelle, on l'aura vraiment? Ou est-ce que ça aussi, c'est incertain? On ne sait pas aujourd'hui vraiment. Je ne vois pas d'économie d'échelle sur les batteries, puisque les batteries, en tout cas, à moins qu'il y ait une nouvelle technologie qui arrive, mais les batteries vont plutôt, peut-être pas augmenter, mais en tout cas rester stables ou au pire augmenter si la demande est là. Puisque les matières premières nécessaires pour fabriquer les batteries sont limitées, elles, et prennent, alors c'est l'effet crise, mais pas que, il y aura eu aussi, le coût de ces matières premières explose, et donc je ne vois pas trop comment on va faire de grandes économies ou de grandes économies d'échelle ou de gains de productivité sur les batteries qui, c'est ce qui coûte le plus cher dans une voiture électrique aujourd'hui et ça le restera. Donc, globalement, les voitures électriques vont rester relativement chères ou plus chères qu'une voiture essence ou hybride. Quel est l'impact dans votre marque de la crise des semi-conducteurs? Ça, c'est quand même
un incident qui n'était pas vraiment anticipé et qui est majeur quand même pour une industrie qui va vers une technologie électrique encore plus consommateur de semi-conducteurs. Oui, oui. C'est clair que l'ensemble de la profession, hein, puisque c'est des fournisseurs de niveau 3, nous, on se fournit à des équipementiers qui eux-mêmes se fournissent en matières premières, notamment en semi-conducteurs, enfin, je veux dire quasi des matières premières aujourd'hui, qui sont les semi-conducteurs nécessaires à beaucoup de choses, à tous les écrans qui se mettent en route dans les voitures, mais pas que, au système électrifié de plus en plus. Donc, effectivement, on subit une nouvelle crise dans la crise que personne n'avait anticipée, qui est due aussi à la demande mondiale sur tout ce qui est électronique qui explose. Donc, on est touché, oui, notamment sur les usines japonaises, parce qu'en plus, vous savez qu'il y a une usine de semi-conducteurs au Japon pour arranger le tout à brûler en partie. On a des coupures de 20 à 30% sur nos usines japonaises d'ici la fin de l'année. Effectivement, ce qui va rallonger les délais. Alors, même si la demande revient, je pense que le marché ne va pas exploser, mais c'est largement dû à ça, avec des délais qui se rallongent sur 2022 et notamment, on aura, j'espère, un meilleur marché en 2022 et un retour à la normale de la demande, mais aussi des livraisons. L'ensemble des constructeurs, en tout cas Suzuki, mais aussi Toyota, a envoyé un certain nombre de personnes pour aider à la reconstruction de cette usine. C'est vous dire que c'est quand même quelque chose voilà, d'essentiel et stratégique. Et donc, j'ai bien entendu, c'est 30% des À productions peu de près, Suzuki oui. qui sont Ouais. concernées. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Ouais. Et que dire du variant Delta? Que dire du variant Delta? Je pense que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens consomment, sont en terrasse dans Paris, ont retrouvé un peu la vie qu'on avait au mois de juin l'année dernière, hein, et qu'on espère qu'il n'y aura pas de quatrième vague due à ce variant. On ne sait pas trop si le taux de vaccination va suffire. Et on espère que ça sera une vaguelette. Bon, quel va être son impact? La distribution automobile en général s'est adaptée, alors sauf si on est complètement fermé. Mais en tout cas, ces derniers mois, avec les couvre-feux et les prises de rendez-vous, a réussi tout de même à avoir un marché qui est certes en baisse, mais à continuer à livrer des voitures, à vendre des voitures. Donc ça, globalement, on est prêt. On est tous prêts. On n'est plus en cellule de crise chaque fois qu'il y a un confinement, comme pour le premier, mais on est plutôt à remettre en place des choses qu'on a déjà faites et les améliorer pour toujours être en contact avec nos clients. Donc, ce que dit Eric se confirme, il n'y aura pas de résistance, enfin, il y aura une résistance, pardon, et il n'y aura pas l'effondrement, même s'il y a confinement. Non, je ne le crois pas, mais alors c'est plutôt très français. Le risque, c'est encore de plus épargner et un peu moins encore consommer. L'idée, c'est comment ressortir l'épargne ou une partie de l'épargne qui a été très accélérée là, pendant cette crise et ne pas recommencer. On prévoit l'avenir, on a peur de l'avenir et donc on consomme moins. Alors on consomme moins parce qu'on est contraint, on ne peut pas sortir, pas aller au théâtre, pas faire de culture ni aller au restaurant. Ça, c'est une partie. Mais on consomme moins aussi parce qu'on a peur de l'avenir et on met entre parenthèses les projets. Je ne pense pas qu'on ira là et je pense que le plan de relance, et on évoquait ça également sur l'élection présidentielle l'année prochaine, les plans de relance, les aides aux entreprises vont certainement continuer à être accélérés pour relancer l'économie au plus vite. Après, le variant Delta, c'est le variant Delta. Personne n'anticipait une telle crise il y a encore 2 ans, donc on s'adaptera, comme d'habitude. Alors peut-être pour conclure, quelle est votre politique commerciale? Comment faire revenir les clients dans les concessions? On l'a vu, là, le plan de bataille, d'abord, il est technologique. Hormis le Jimny, notre offre est 100% hybride aujourd'hui avec les 3 technologies disponibles sur le marché. Donc ça, c'est un plan de bataille. Et donc, on travaille beaucoup sur la fidélisation et le renouvellement de notre clientèle. On travaille beaucoup sur la fidélisation, d'une part, et puis sur la conquête grâce à nos nouvelles technologies qui sont déjà adoptées sur l'ensemble de nos modèles. C'est ce qui nous permet de conserver notre part de marché aujourd'hui, en tout cas. Merci Stéphane pour votre présence et votre témoignage aujourd'hui. Stéphane Magnin, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour un webinoto en septembre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.